nés après la guerre froide, qui sont nés après le 11 septembre 2001 pour bientôt. Donc, je pense qu'il y a un changement de génération, mais aujourd'hui, j'ai pris un coup de jeune, quelque part, parce qu'en 67, je n'étais pas né. Il reste que l'Expo 67, j'en suis un produit. C'est à cette occasion que mes parents se sont rencontrés. Donc, c'est quelques années plus tard, j'ai vu le jour. Et pour moi, le 1967, ça représente beaucoup de choses sur le plan international, notamment sur les questions qui m'intéressent, les questions de développement. C'est la première décennie internationale sur le développement, c'est l'émergence du tiers-monde également à bien des égards. Donc, le thème ou la question qui m'a été posée par les organisateurs, une question qui m'intéresse. Ça fait quand même quelques années que je ne l'ai pas abordée de front, mais je l'avais fait dans le cadre de ma thèse de doctorat avec les membres de mon jury de thèse, Daniel, et c'est une question quand même qui m'intéresse beaucoup. Donc, la problématique, c'est de savoir si le droit international est anthropocentrique et jusque dans quelle mesure il peut faire. Donc, je vais revenir là-dessus, mais fondamentalement, l'hypothèse que je fais aujourd'hui, que je vais développer avec vous, c'est qu'effectivement, le droit international est pénétré de bien des façons par le droit international et ça se manifeste notamment sur le plan théorique, mais aussi sur le plan normatif. Donc, ma présentation va être assez classique. On voit que j'ai fait ma thèse de doctorat à Paris 11 à une autre époque, donc c'est un plan en deux parties, très français. Quelques considérations introductives, notamment sur la définition du concept d'anthropocentrisme. Donc, la première partie va porter sur l'anthropocentrisme sur un plan théorique, sur le plan théorique, et la deuxième partie va porter sur les manifestations de l'anthropocentrisme, mais d'un point de vue davantage normatif. Et je vais le faire au regard du droit international général, mais aussi sur les questions de développement, qui sont des questions qui m'intéressent largement. Et je vais conclure en tentant justement de revenir sur les présentations qui ont été faites aujourd'hui, de voir un peu de quelle façon, dans différentes branches du droit international, sur différents enjeux thématiques, l'anthropocentrisme du droit international peut se manifester. Alors, donc la problématique justement, c'est de savoir, la question de base, c'est de savoir si le droit international est anthropocentrique. Donc la première étape, c'est de définir ce qu'on entend par anthropocentrisme. Et dans ce contexte-là, il faut savoir que des auteurs qui ont mis en relief l'anthropocentrisme ou la dimension anthropocentrique des relations internationales, puis même des modes de vie, des modes de production et de consommation, ce ne sont pas des auteurs qui se réclament d'un courant anthropocentriste. C'est au contraire des auteurs qui se réclament d'un courant contestataire, d'un courant réformiste, d'un courant révolutionnaire. Donc, ce sont des auteurs qui ont mis en relief le contexte, le concept de biocentrisme. Et à ce titre-là, on ne peut pas comprendre ce qu'on entend par anthropocentrisme si on ne prend pas compte dans un premier temps de ce que c'est le biocentrisme. Donc, les doctrines biocentriques proviennent de différents courants, mais essentiellement, je voudrais qu'ils sont au carrefour des approches issues de la deep écologie, des approches antispécistes et également de l'écologie politique. Donc, à cet égard-là, on peut définir le biocentrisme comme la doctrine qui fait de la vie ou du vivant, sous toutes ses formes, le centre d'un système moral, éthique, philosophique, économique, politique et juridique. Okay? Par opposition, l'anthropocentrisme, c'est la doctrine qui fait de l'être humain le centre exclusif de tout système moral, éthique, philosophique, économique, politique et juridique. Donc, on a une opposition au niveau du sujet central. Donc, le paradigme anthropocentrique est justement le paradigme qui est caractérisé par la place centrale que l'être humain a sur le plan éthique, moral, mais aussi juridique. Et on va voir que ça se traduit notamment par des stratégies d'exclusion qu'on retrouve en filigrane, tant sur le plan théorique que sur le plan normatif en droit international. Okay? Donc, à la question qui m'a été posée, à la thématique qu'on m'a invité à aborder, ben, je réponds qu'effectivement, le droit international est anthropocentrique pour les raisons que je vais évoquer. Un de ceux qui a le mieux synthétisé, je vous dirais, l'anthropocentrisme, qui a mis en relief les stratégies d'exclusion qui y sont associées, c'est Jean-Baptiste Gendrin-Guimard, qui a écrit un des premiers ouvrages de synthèse sur l'éthique animale il y a quelques années. Et ce dernier mentionnait ceci. Donc, les stratégies d'exclusion sont les stratagèmes, les alibis et l'ensemble des actions mises en œuvre pour justifier l'exploitation animale, pour préserver l'ensemble de la nature et du vivant, et ses abus. Tout en modérant la culpabilité des acteurs et des spectateurs, il s'agit en somme d'exclure l'animal de nos sympathies, empathie, compassion et considération morale. La stratégie d'exclusion la plus évidente et la plus ancienne est tout simplement l'anthropocentrisme, qui répand depuis des millénaires les présomptions de supériorité comprises comme un véritable permis d'exploitation. Donc, si j'avais à résumer
sur le plan axiologique, même sur le plan ontologique, la perspective qui est présentée par les approches anthropocentriques et biocentriques, je pense qu'on peut identifier quelques éléments clés qui permettent justement de définir cette perspective-là à la fois anthropocentrique et par ailleurs biocentrique. Donc, dans une perspective anthropocentrique, ce qui caractérise à bien des égards le système normatif, c'est le fait que dans cette perspective-là, l'humain est une espèce hiérarchiquement supérieure à l'ensemble des autres espèces. Ça, je pense que c'est un élément qui est caractéristique, qui apparaît beaucoup dans la littérature antispéciste, donc cette idée-là de hiérarchie entre les espèces. Donc, je rappelle, l'antispécisme, ça vient des travaux de Tom Lugan, mais aussi de Peter Singer dans les années 70, début 80. Et dans cette perspective-là, l'anthropocentrisme vient cautionner d'une certaine manière cette hiérarchie-là entre les espèces et un système, dans le fond, juridique, éthique et moral où l'espèce humaine, à terme, devient la seule qui mérite d'être considérée comme un sujet de droit, tant sur le plan interne que sur le plan international. Donc, l'anthropocentrisme se traduit notamment dans le fait que l'être humain a un droit de vie ou de mort sur l'ensemble des autres espèces et que seulement l'espèce humaine est capable d'être conceptualisée comme un sujet de droit. Le reste du vivant, la nature, les écosystèmes, les espèces vivantes sont globalement représentés dans cette perspective-là comme des objets de droit, incapables de posséder des droits, des libertés, et encore moins des devoirs et des responsabilités. Donc, je reviendrai là-dessus. Je ne suis pas un grand partisan de l'approche animal rights. Je ne suis pas quelqu'un qui situe ses travaux dans cette perspective-là précisément, mais c'est clair que l'ensemble de mes travaux se situe, je vous dirais, depuis plusieurs années, dans une perspective à la fois post-capitaliste, mais aussi post-anthropocentrique. Donc, je pense que l'invitation qui nous est faite aujourd'hui, c'est d'être capable de justement dépasser, dans une certaine mesure, l'anthropocentrisme qui caractérise nos modes de vie, nos modes de production, de consommation, mais aussi l'évolution du système. Donc, cet anthropocentrisme-là se manifeste, selon moi, autant dans les ordres juridiques internes que dans l'ordre juridique international. Et ce que je veux surtout illustrer aujourd'hui, c'est les manifestations de l'anthropocentrisme sur le plan international. Donc, je vais mettre de côté les ordres juridiques internes pour me consacrer surtout à l'ordre juridique international. En revanche, si on part de la perspective beaucoup plus biocentrique, on se rend compte qu'on arrive à des éléments ou des caractéristiques qui sont tout opposées à celles qui caractérisent le paradigme anthropocentrique. Donc, dans un paradigme biocentrique, on a une vision beaucoup plus égalitariste de la nature. Donc, une vision antispéciste où, justement, on rejette cette représentation-là de nos rapports entre l'espèce humaine et les autres espèces qui reposerait sur une certaine forme de hiérarchie. Donc, il faut bien comprendre que le terme antispéciste est apparu dans la littérature en référence au concept de racisme, de colonialisme, de sexisme. Donc, autrement dit, le spécisme ou l'antispécisme, d'abord, le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme est à la race, ce que le sexisme est au sexe. Okay? Donc, fondamentalement, les théories antispécistes, ce sont des théories qui visent à déconstruire ces représentations-là spécistes qui caractérisent l'essentiel des représentations qu'on retrouve pratiquement aujourd'hui de manière transculturelle dans toutes les aires de culture. À son paroxysme, je vous dirais que j'ai beaucoup discuté avec ces théories-là, mais si on pousse à l'extrême le paradigme biocentrique, ça vient à nier la spécificité du genre humain, ça vient même à nier, à quelque part, son droit de survivre, son droit de se développer. Donc, chez certains auteurs, le principal problème sur le plan écologique, c'est la présence de l'être humain. Et vous avez des auteurs qui vont jusqu'à proposer, justement, dans une perspective très radicale, la disparition de l'espèce humaine est quelque chose de fondamentalement bien pour l'évolution, si on veut, la suite des choses sur notre globe. Donc, fondamentalement, c'est des perspectives qui sont beaucoup plus radicales, mais on a une opposition de thèse qui a été super bien mise en relief, je dirais, par des auteurs comme François, sur lesquels je vais revenir tantôt. Donc, l'hypothèse, fondamentalement, que je vais essayer de développer dans le temps qui me reste, c'est celle, justement, d'un système juridique international contemporain qui est profondément marqué par l'anthropocentrisme sur le plan théorique et sur le plan normatif. Parmi les auteurs qui m'ont beaucoup marqué, il y a François Haas qui a justement mis en relief cette opposition-là, ou l'existence de ces deux paradigmes-là, anthropocentriques et biocentriques, et je sais que les organisateurs du colloque ont voulu justement le contacter, ont souhaité justement que François puisse se déplacer pour aborder cette question-là.
Mais il reste que dans la littérature, c'est probablement les travaux de François qui m'ont plus inspiré au niveau de ma réflexion et mon questionnement sur la dialectique entre les approches anthropocentriques et écocentriques. C'est très clair que les approches anthropocentriques sont largement répandues, mais il existe aussi des approches écocentriques qui ont une incidence au niveau du débat, au niveau de la pratique. Et ce que François proposait dans ses travaux, c'est d'être capable d'opérer justement une dialectique entre cette représentation-là, nature-objet, versus nature-sujet. Et lui, ce qu'il proposait comme résultat de cette dialectique-là, c'est l'idée de nature-projet. Donc, mettre en relief cette capacité-là que l'être humain a de s'autodéterminer et de définir, de faire preuve de créativité, d'imagination et de redéfinir, comme il le souhaite, ses rapports avec la nature, avec le reste du vivant, avec les espèces. Donc, fondamentalement, l'invitation que j'y vois dans la crise écologique contemporaine, c'est une invitation à redéfinir la nature de nos rapports avec les autres espèces vivantes. Donc, pour l'essentiel, ce qui caractérise les paradigmes contemporains, si on veut, de développement, c'est, à bien des égards, cette représentation-là anthropocentrique qui est associée à notre nature prédatrice de l'environnement, une nature prédatrice qui s'est exprimée depuis 50 000 ans, depuis le début du paléolithique, qui n'a fait que s'approfondir avec les révolutions néolithiques et les révolutions industrielles. Okay, donc, je ne veux pas m'attarder sur l'impact de ces révolutions-là, mais des historiens comme Paul Béra ou encore Fernand Braudel ont largement démontré l'existence de ces deux révolutions-là et l'incidence que les révolutions néolithiques et industrielles ont eue sur l'évolution des modes de production, des modes de consommation. Et je vous dirais qu'à ces deux occasions-là, ben, ce qu'on a observé, c'est justement un approfondissement du paradigme capitaliste. On est passé d'une espèce prédatrice à une espèce qui s'est autorisée, notamment avec la révolution néolithique, à s'approprier le vivant, à domestiquer le vivant. Les anciennes traditions chamaniques puis animistes ne permettaient pas une telle appropriation, une telle domestication du vivant. Or, toutes les grandes religions qui vont apparaître après la révolution néolithique, qui vont caractériser l'Antiquité jusqu'à la révolution industrielle, ce sont justement des religions où il y a une représentation largement anthropocentrique, où l'être humain peut s'approprier le vivant, de domestiquer le vivant. Et ce sont des religions d'une génération d'êtres humains qui vont connaître justement la révolution néolithique, qui vont se sédentariser, qui vont développer un autre type de rapport avec l'environnement qu'avec les espèces. Et la révolution industrielle va amener une autre étape dans l'évolution de l'anthropocentrisme et à conduire à un approfondissement, à une certaine marchandisation du vivant, à une commercialisation du vivant, à une appropriation non seulement matérielle, mais aussi intellectuelle du vivant avec les biotechnologies. Donc, notre rapport anthropocentrique évolue aussi sur le temps. Donc, il ne s'agit pas de le définir de manière abstraite, il s'agit aussi de voir l'anthropocentrisme comme un concept qui renvoie à une réalité qui est mouvante, qui évolue dans le temps. Donc, l'anthropocentrisme peut se manifester dans l'espace et dans le temps de beaucoup de façons, de différentes façons. Et je pense que à cet égard, les travaux de Françoise ont quand même réussi à bien circonscrire, à bien circonscrire la crise écologique contemporaine. Et pour lui, la crise de paradigme, la crise environnementale qu'on connaît, c'est à la fois une crise de lien puis une crise des limites. Ce qui devient très difficile dans le contexte contemporain, c'est d'être capable de définir les limites, donc autrement dit, ce qui nous distingue de la nature, ce qui fait la spécificité du genre humain, et par ailleurs, ce qui nous lie au reste du vivant. Donc cette double crise-là que François met en relief, c'est une crise du lien et de la limite qui caractérise nos sociétés contemporaines. Notre difficulté à nous définir autrement que comme une espèce insulaire, une espèce qui a de la difficulté à s'insérer autrement qu'à titre d'espèce prédatrice dans la nature. Donc, à bien des égards, je vous dirais que cette crise-là a diminué. Donc, cette crise-là, je trouve qu'elle a été quand même assez bien résumée par Françoise et je considère qu'elle est une invitation plus large à redéfinir notre façon de nous représenter par rapport à la nature. Et dans cette dialectique-là, dans cette opposition-là entre les paradigmes anthropocentriques et biocentriques, je pense qu'il y a une part intéressante de créativité, d'imagination qu'on peut faire part puis qu'on peut exprimer de bien des façons. Cela dit, tout le débat qu'on a en ce moment est un débat qui n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas des pratiques qui, dans le fond, suggéraient une remise en cause. Donc, autrement dit, quand on regarde
l'émergence ou l'essor du paradigme biocentrique, la littérature scientifique est au support de ça. Bien, globalement, c'est la crise environnementale ou la crise écologique. Et cette crise-là, elle résulte d'une perception relativement subjective, mais fondamentalement, cette crise-là, ben, elle est partagée par la plupart des auteurs qui proposent justement un changement de paradigme, qui proposent de dépasser le paradigme anthropocentrique. 10 minutes, je crois que je n'ai pas le temps de revenir très longuement sur la citation de Gabriel Leroy, qui était très belle, que j'ai pris dans l'ouvrage que Pierre m'a prêté là, sur Terre des Hommes. Elle est à la fois très belle, mais elle traduit aussi cette perspective-là anthropocentrique. Donc, dans Terre des Hommes, dans l'ouvrage, Gabriel Roy nous mentionne que nous savons que nous sommes conviés d'avoir un parcours rude et un long chemin vers un but obscur qu'on appelle salut, progrès, évolution, universalité, fraternité. Une tâche âpre, c'est vrai, mais exaltante, nous appelle. Terre des hommes, cela veut dire aussi des milliers d'efforts venus de milliers de chemins pour converger vers une vision unique. Terre, création de l'homme. Donc, dans ce passage-là, on voit toute la nature anthropocentrique du projet moderne. C'est-à-dire que l'idée de progrès, c'est aussi l'idée de s'approprier la nature, de modeler la nature en fonction de nos besoins. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la très forte dépendance de l'être humain face aux espèces animales, mais face à la nature. On s'en est détaché, on a pris des distances immenses. Notre espèce a évolué dans une direction qui fait en sorte que globalement, ben oui, on est devenu maître du monde. Le projet d'appropriation puis de maîtrise de l'environnement s'est largement concrétisé. Mais aujourd'hui, selon moi, ce que nous invite à faire les approches biocentriques, c'est peut-être de réfléchir justement aux conséquences d'un tel parachèvement. Aujourd'hui, on vit une crise écologique, tu viens d'admettre, qui justement est le reflet de cette volonté-là de s'approprier la nature, de s'approprier le vivant et de maîtriser les éléments. Donc, cette quête-là d'appropriation et de maîtrise, selon moi, peut éventuellement faire l'objet d'une réflexion. Donc, où on en est sur le plan du droit international, comment ça se manifeste? Bien, je pense que ça peut se manifester tant sur le plan de la définition même du droit international qu'au niveau des approches théoriques. Je vais passer assez rapidement parce que le temps file. Mais la plupart d'entre vous avez donné des cours de droit international, vous êtes professeur, chargé de cours, chercheur en droit international. Toute définition qu'on donne du droit international, que ce soit une définition classique qui tourne assez statocentrique, qui tourne autour des relations interétatiques, si on l'élargit aux organisations internationales, si on l'élargit aux personnes privées, peu importe la définition qu'on donne du droit international, fondamentalement, les relations entre l'espèce humaine et les autres espèces sont hors champ. C'est-à-dire qu'à l'exception d'une forme je vais y revenir tantôt, mais fondamentalement, dans le système juridique international, c'est clair que les autres espèces que les espèces humaines ne sont pas comprises dans les sujets potentiels du droit international. Même l'humanité en tant que telle n'est pas un sujet juridique, n'est pas un sujet politique. Okay? La société internationale n'a pas atteint un niveau de maturation pour considérer que l'humanité est capable de s'organiser politiquement. Elle est encore largement caractérisée par l'anarchie. Et dans un tel contexte, je veux dire, on ne peut même pas parler aujourd'hui d'un droit de l'humanité. Oui, il y a un prolégomène, il y a certains éléments, si on veut, à travers le concept notamment de patrimoine commun de l'humanité, qu'on peut explorer, mais fondamentalement, l'humanité n'est pas un sujet politique et encore moins un sujet juridique. Donc, imaginez que le reste des 8 millions d'espèces vivantes puissent être considérées comme sujet politique ou sujet juridique, c'est pratiquement une hérésie dans le contexte contemporain. Okay. Donc ça, c'est, dans le fond, l'analyse de toute définition du droit international pourrait mener justement à cette conclusion-là, qui a une exclusion. Donc, quand tantôt Jean-Baptiste Georges de Villeneuve nous parlait d'anthropocentrisme comme une stratégie d'exclusion, ben, on en a un premier exemple ici à travers la définition même du droit international qui exclut les espèces vivantes, justement, de la qualité de sujet de droit international. J'ai déjà mentionné. L'autre élément, c'est au niveau des approches doctrinales. Je ne ferai pas le tour, mais qu'on parle des approches positivistes, des approches juste naturalistes, néo-juste naturalistes, des approches de la société, des approches militantes, qu'on parle des approches critiques. Très, très peu d'auteurs se sont préoccupés de cette question-là. Ce n'est pas une question centrale. Si on monte à Grotius, ou même avant, à Victoria, Suarez, Las Casas, peu importe, quand on regarde toute la littérature en droit international public, des pères fondateurs, parce qu'il n'y avait pas de mère fondatrice à l'époque, mais des pères fondateurs jusqu'à aujourd'hui,
globalement, la littérature en droit international accorde peu d'attention à ces questions-là. Et où j'ai tenté, dans le cadre de mes travaux, de situer les approches biocentriques et antispécistes, c'est beaucoup plus dans les approches critiques. Personnellement, j'ai eu une approche syncrétique du droit international. Je pense qu'on est plusieurs à avoir une approche syncrétique, mais ma perspective, c'est d'abord celle de bien établir les règles de droit positif, mais pour moi, fondamentalement, toutes les normes de droit international sont des normes qui sont teintées. Autrement dit, le postulat positiviste de la neutralité du droit, c'est un postulat avec lequel j'ai de la difficulté à composer. Donc, pour moi, le droit international et les normes internationales sont le produit de rapports de force. Et ce qu'il y a de commun dans toutes les approches critiques du droit international, c'est cette volonté-là de mettre en relief les contradictions du système juridique international. Et dans cette perspective-là, je considère que le système juridique international est un système qui a justement pour finalité de reproduire les hiérarchies sociales, mais aussi les hiérarchies entre les espèces. Donc, le droit international a largement épousé le paradigme capitaliste et est devenu un lieu de reproduction, justement, de ce paradigme-là. Donc, peu importe les approches qu'on a développées, le premier constat qu'on va faire, c'est le fait que les questions qui impliquent justement cette réflexion-là post-anthropocentrique sont pratiquement exclues de la réflexion théorique en droit international. Tout en filant. 3 minutes. 5 minutes. Donc, le premier bilan que je vous invite à faire, je passe très rapidement, mais le premier bilan sur lequel on pourra réfléchir, mais qui m'apparaît évident, c'est que tant du point de vue de la définition du droit international que du point de vue des approches doctrinales, on a largement plutôt épousé le paradigme anthropocentrique. Donc, à défaut de revenir sur les implications du paradigme biocentrique sur le plan du droit international, je pense qu'on peut faire minimalement ce constat-là, que l'anthropocentrisme est un des traits caractéristiques du système juridique international. Donc, sur le plan normatif, qu'en est-il? J'avais une ambition un petit peu plus large tantôt d'aborder différentes branches du droit international, différents régimes, d'aborder le droit international économique, le droit international de l'environnement. Mais je pense que je vais me contenter de faire quelques observations au niveau du droit international général et au niveau des questions de développement. Donc, déjà dans le droit international général, il y a d'une certaine façon des manifestations d'anthropocentrisme. La définition même de la souveraineté, le dominium et l'impérium qui sont reconnus à l'État par rapport à son territoire, sa capacité à réglementer les activités humaines, mais aussi la capacité à réglementer toute chose sur son territoire, épouse le paradigme anthropocentrique. Le droit international reconnaît aux États et une extension en fonction des différentes doctrines économiques, des politiques des États, des stratégies de développement. On va reconnaître aussi aux acteurs privés la capacité justement de s'approprier le vivant, de domestiquer le vivant, de l'exploiter, etc., etc. Donc, le droit international, dans ses fondements même, va reconnaître à l'être humain, à travers la fiction qu'est l'État, cette capacité-là de dominer le vivant, de se l'approprier, éventuellement de l'exploiter. Même dans la définition de ce qu'on entend par ressources naturelles dans les principes clés du droit international, comme la souveraineté permanente sur les ressources et les richesses naturelles, de la même façon que le droit interne considère que les espèces animales ou le vivant est associé très largement à un bien meuble ou à une chose, c'est la même chose sur le plan international. Les ressources naturelles incluent l'ensemble du vivant. Toutes les espèces vivantes sont considérées comme des biens meubles, comme des choses. Donc, c'est aussi à travers ces concepts-là que se manifeste l'anthropocentrisme dans l'ordre juridique international. Je passe rapidement sur ces éléments-là. J'arrive aux questions de développement. Donc, pour moi, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'évolution des questions de développement aux Nations Unies, c'est qu'on peut faire en même temps un parallèle avec ce qui s'est passé au Québec. De 1967 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que le Québec est passé largement d'une société presque pré-industrielle à post-industrielle. Donc, il y a des évolutions notoires dans la société québécoise qui se sont manifestées entre les années 60 et aujourd'hui. Et sur le plan international, lorsqu'on analyse les 4 décennies internationales sur le développement, les objectifs du millénaire pour le développement et les ODD, on se rend compte
la façon dont à la fois le paradigme capitaliste, mais aussi le paradigme anthropocentriste ont fini par se généraliser et se formaliser à l'échelle planétaire. Et lorsqu'on analyse les stratégies internationales, les 4 premières stratégies, les OMD et les ODD, donc ce qui caractérise dans le fond les 6 stratégies internationales qui ont été adoptées depuis les années 60, bien, à l'évidence, ce sont des stratégies qui, à terme, sont largement marquées justement par à la fois le paradigme capitaliste, le productivisme, le consumérisme, mais aussi l'anthropocentrisme. Donc, lorsqu'on regarde, par exemple, la première stratégie, donc souvenez-vous, je vais essayer de passer rapidement, mais souvenez-vous, dans les années 60, c'est les années du Big Push. Donc, la plupart des projets qui ont été financés durant les années 60, c'est des méga-projets de construction, donc des barrages, des autoroutes, des ponts, des centrales électriques, des centrales nucléaires. Donc, on a misé sur ce type de projet-là, c'est ce qui a été financé très largement dans le tiers-monde par la Banque mondiale, par le FMI. On a abandonné un peu cette idée-là dans les années 70. On est passé aux basic needs, donc aux besoins essentiels. Il y a McNamara qui était à la tête de la Banque mondiale qui a voulu financer d'autres types de projets. Et ça a été aussi des échecs. Donc oui, on a construit des écoles, on a construit des hôpitaux. Il fallait former les gens pour justement, il fallait former des enseignants, il fallait avoir des médecins. Et dans les années 60, on a connu un exode important des cerveaux. Donc après déjà 20 ans de stratégie onusienne dans le domaine du développement, on s'est retrouvé avec une crise majeure à la fin des années 70. Il y a un clash important dans le Sud qui a fait en sorte qu'au final, ben, on a vu dans les années 80 apparaître les programmes d'ajustement structurel qui se voulaient une réponse à la crise du développement et à la crise de la dette dans laquelle était plongé le FMI de la Banque mondiale. Donc les années 60, 70 et les années 80 ont été marquées largement par des stratégies qui étaient, je vous dirais, au carrefour des modèles capitalistes, social-démocrates, interventionnistes. Mais c'est vraiment à partir des années 90, avec la fin de la guerre froide, que là, on a vraiment un virage important qu'on va observer dans les stratégies onusiennes. Donc, le capitalisme qui se présente comme un modèle triomphant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale va se diffuser et va prendre l'ampleur. Et quand on regarde de quelle façon, notamment, le concept de développement durable est inséré dans cette logique-là, autant dans l'agenda 97, dans les objectifs du millénaire de développement, qu'aujourd'hui dans la stratégie des ODD, dans les 17 objectifs du développement durable. Mais fondamentalement, ce qu'on constate, c'est que le développement durable est passé d'un modèle, d'une alternative qui se voulait fondamentalement réformiste, qui voulait amener certaines réformes au niveau des modes de consommation et de production. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui a largement perdu sa nature révolutionnaire ou sa capacité d'amener une transformation, si on veut, des modèles de développement. Donc, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les stratégies sur le plan international, quand on regarde de quelle façon ces stratégies ont été incorporées également sur le plan national, on se rend compte de la diffusion d'un paradigme qui est encore largement marqué, oui, par le capitalisme, mais par l'entreprise. Donc, les stratégies de développement aujourd'hui font comme s'il était impossible pour l'espèce humaine de se développer, d'améliorer la qualité de vie des peuples autrement qu'à travers toute une série de pratiques largement spécistes et anthropocentriques. Donc le développement, c'est un peu la façon dont je vais conclure, c'est que le développement, les modèles de développement aujourd'hui sont largement vus à travers la grille du capitalisme et une grille anthropocentrique. C'est très difficile aujourd'hui de parler de développement, de développer des stratégies, des politiques et des lois qui nous amènent ailleurs, qui nous invitent à transcender ces paradigmes. Donc, ce sont des paradigmes qui sont dominants, qui sont extrêmement formalisés, institutionnalisés, qui sont incorporés dans les systèmes ici. Donc, voilà, j'ai été de façon assez sommaire, mais à travers la définition du droit international, les différentes approches doctrinales, par rapport à certains éléments du droit international général, puis aussi sur les questions de développement, j'aurais pu continuer par rapport à d'autres régimes ou à d'autres branches du droit international public, mais fondamentalement, il m'apparaît que le paradigme anthropocentrique se manifeste de différentes manières et très largement dans le système juridique international. Donc voilà, merci pour votre attention. J'ai peut-être une question. Il faut partir. Je peux garder